Donc, on va passer la parole à Madame Marion Trousselard, qui est médecin, professeure de neurosciences à l'Institut de recherche biomédicale des armées. À vous, Madame. Et qui va nous parler du stress, du fameux stress post-traumatique. C'est passé Non, normalement. c'est bon. Non, Vous l'avez? Moi, j'ai mis écran partagé. C'est bon. Bon. Vous n'avez pas? Écran partagé. Partagé. Oui, vous avez raison. Il me manquait un bouton. D'accord, très bien. Voilà, parfait. Super, on y arrive. Allez, Coco. Hop, ça, on va le virer. Là, c'est bon. Merci. Bonjour à tous et je vous remercie pour cette invitation. Je vais essayer de répondre à quelques points que vous avez abordés, non pas sur le plan de l'histoire, mais plutôt effectivement sur le plan de comment cette histoire-là est assez difficile à supporter par le cerveau et donc génère un certain nombre de souffrances. Donc l'idée, c'est de faire un petit point sur ce que les neurosciences peuvent apprendre sur la souffrance psychique dans les situations de disparition et d'enlèvement. Donc, moi, je suis Marion Trousselard, donc je suis médecin militaire. Pour autant, je ne fais plus médecine depuis 2000 puisque je m'occupe d'un laboratoire qui travaille sur le stress et le trauma, donc au profit des militaires. Excusez-moi, Madame, on ne vous voit pas à l'écran. Donc, si vous pouviez vous mettre... Non, mais vous mettre ici à la place de Jean-Jacques Jordi, tous les gens connectés, vous verrez, ce serait beaucoup plus confortable pour eux. Laissez votre ordinateur et je projette sur mon... Non, laissez-le. D'accord. Ok, parfait. Mais enlevez le PowerPoint parce qu'on ne vous voit pas, tandis que moi, je vais le projeter. Et vous le pouvez changer pour ajuster à ce qui a été dit aujourd'hui. Ah, bon, alors allons-y comme ça. Alors. Oui, ça va. Le téléphone de Jean aussi, qui est enregistré. C'est Jean qui a ça à côté. Donc, excusez-nous pour les gens qui suivent le colloque. On essaie que ce soit le plus confortable possible. Alors, est-ce que vous voulez que je le projette et vous apparaissez à l'écran? Du coup, j'ai fait quelques ajustements pour répondre à vos questions entre-temps. D'accord. Donc, excusez-moi, je redonne la parole à Marion Trousselard. Je vous le pique. Oui, donc pour poursuivre, donc je m'occupe d'un laboratoire de recherche du service de santé qui travaille sur le stress et le trauma. L'objectif, c'est de répondre aux problématiques de la vie des militaires et aux problématiques opérationnelles. Pour autant, le cerveau d'un militaire et d'un civil, il fonctionne de la même façon et les souffrances des uns peuvent aider à comprendre les souffrances des autres. J'espère qu'on m'entend bien, comme ça, je vais essayer de me coller là. J'ai commencé par 2 diapos de préambule pour essayer de définir finalement ce dont on parle. Et effectivement, dans le cadre de la disparition, les définitions pointent 2 types de pertes. Alors effectivement, actuellement, ce qu'on connaît le plus sont les pertes psychiques qui correspondent plutôt à la vie qu'on a avec un patient ou quelqu'un de sa famille qui finalement n'est plus présent, comme ça peut être le cas dans la maladie d'Alzheimer. Et ce dont on parle ici, finalement, ce sont des pertes physiques qui se caractérisent par quelque chose d'ambigu, d'incertain, alors que le disparu va rester psychologiquement présent. Cette définition, elle pose aussi clairement que des constats qui ont été faits depuis ce matin et qui amènent beaucoup de souffrance, le fait qu'il n'y ait pas de corps à enterrer, qu'il n'y ait donc pas de funérailles, et puis toute la question de la mort probable ou pas, puisqu'en fait, les situations de disparition dans les périodes conflictuelles ou de guerre mettent effectivement un doute sur la survie de ceux qui ont disparu. Et pour poursuivre, j'ai repris une définition de M. Jordi qui précise ce que peut être dans ces environnements la disparition en termes à la fois d'enlèvement et de souffrance derrière qui entoure cet événement pour celui qui est enlevé, mais aussi pour toute la famille et ses proches. Ce préambule, il me permet aussi de vous présenter le cadre dans lequel j'ai plutôt réfléchi, qui est un cadre des neurosciences qu'on appelle le cadre de l'énaction. Alors ce mot-là, il veut juste dire qu'en fait, à chaque fois qu'on est en interaction avec un environnement, avec quelque chose, à chaque fois qu'on vit quelque chose, en fait, le cerveau se modifie et cette modification en interaction, en réverbération, va modifier aussi la manière dont on perçoit les informations. Donc en fait, on ne peut jamais déconnecter un individu de tout ce qu'il vit et on ne peut pas le déconnecter à la fois dans la manière dont il va interagir avec son corps, dans la manière dont il va interagir avec son environnement, mais aussi dans la manière dont il va interagir avec les autres. Et ce système, il est tout le temps dynamique et il est
évolutif au fur et à mesure. Et c'est finalement un cadre qui peut rendre compte de comment une souffrance est chronique et comment elle peut s'exprimer de façon transchamp, ou en tout cas dans plusieurs champs de la vie, voire dans l'ensemble des champs de la vie, à la fois soi, avec son environnement, mais aussi avec les autres, au-delà même de la famille. Donc, ce que je vous propose, c'est bien sûr une simplification, et comme toute simplification, il y aura des oublis, des manques et des imprécisions. C'est de voir finalement cette confrontation à l'enlèvement sous 3 regards. Le premier, c'est celui du choc, qui finalement renvoie à la notion de disparition, d'annonce, et donc de quelque chose de violent, à la fois dans un environnement violent. Le deuxième, c'est celui du stress chronique, pour lequel on sait que c'est une situation de vie qui est extrêmement délétère pour le cerveau. Et puis peut-être un troisième point qui questionne la blessure morale, les 3 étant pas exclusives les unes des autres, et probablement que les témoins qui ont été là ont vécu ces 3 agressions pour le cerveau. Donc, pour commencer sur le choc, finalement, le regard que je vous propose, c'est plutôt celui intra-individuel. C'est comment, finalement, cette disparition, dans cette violence, en fait, va avoir un effet extrêmement compliqué sur le fonctionnement de l'individu, et comment son cerveau va se réorganiser pour modifier à la fois son vécu sensoriel, son vécu perceptif, mais aussi la manière dont son cerveau va s'inscrire dans le monde. Alors, la littérature est riche la littérature est extrêmement riche sur la manière dont le cerveau peut être sujet à une confrontation qu'on appelle traumatique, et il y a des définitions de tout ce qui peut être traumatique, en tout cas dans le dictionnaire des maladies psychiatriques. Et vous voyez que tous les éléments qui sont décrits sont des éléments pour lesquels la disparition peut trouver des vécus partagés. Cette confrontation traumatique, elle ne donne pas tout le temps une pathologie chronique, mais dans un certain nombre de cas, ces cas étant d'autant plus fréquents que l'événement est surprenant, qu'on n'y est pas préparé et qu'on est impuissant. Et donc là, vous retrouvez aussi des caractéristiques de ce qu'est un enlèvement. Et donc, cette maladie chronique qui peut suivre un traumatisme, c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, qui est donc présent chez les vétérans, mais présent aussi chez les victimes du terrorisme au sens large, chez les victimes de viol. Et c'est une véritable pathologie de l'enfermement, puisqu'en fait, les individus qui souffrent de troubles de stress post-traumatique ont des reviviscences de l'événement initial, de l'annonce, si c'est une annonce d'enlèvement. Ils ont une hypervigilance, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de surveiller l'environnement, donc ils vont éviter de sortir. Et puis, la manière dont ils vont vivre et avoir des pensées, vivre émotionnellement et avoir des pensées, est quelque chose qui s'oriente totalement vers le champ des aspects négatifs et tristes, et non plus vers le champ des interactions joyeuses. C'est une pathologie qui a énormément de comorbidités. La première est la dépression. Les troubles des conduites, et notamment l'alcool, sont également extrêmement présents, notamment parce que l'alcool, finalement, enlève l'hypervigilance. Je ne dis pas que c'est un traitement, mais je dis que ça soulage temporairement le vécu intérieur qui est extrêmement douloureux. Et donc, sur le plan du cerveau, c'est une coupe du cerveau avec des zones qui sont importantes dans le trouble de stress post-traumatique. Ce ne sont pas les seules zones, mais vous voyez une zone importante qui s'appelle l'amygdale. Cette amygdale, en fait, sa fonction, c'est de détecter les événements qui doivent déclencher des émotions pour déclencher des réponses adaptées. Et notamment, l'amygdale est particulièrement orientée pour détecter ce qui est dangereux et donc déclencher de la peur. Cette amygdale, quand on est confronté à un événement qui fait trauma, c'est-à-dire qu'on est surpris, qu'on est impuissant, qu'il y a une menace de mort, elle se met à être hyperactive, et elle va dialoguer directement avec l'hippocampe qui est une zone du cerveau juste à côté, qui sert à mémoriser le contexte. L'objectif de cette interaction entre tous les deux, c'est de ne plus se faire avoir une deuxième fois. Donc en fait, l'amygdale qui s'hyperactive du fait d'un danger ou d'une peur intense, est nourrie en permanence par l'hippocampe qui cherche toujours dans l'environnement des indices qui, de près ou de loin, rappellent cette annonce, rappellent cet événement qui a fait trauma. Et normalement, la partie la plus développée de notre cortex, qui est aussi la plus fragile, face à la violence du trauma et de la douleur, en fait, souvent devient dysfonctionnelle et ne va plus pouvoir dire à l'amygdale qu'il n'y a plus de danger. On a donc un individu qui ne fonctionne que sur une amygdale qui fait sa mission, qui est bien son rôle dans le cerveau, qui est de dire potentiellement il y a un danger, et donc qui donne une hypervigilance permanente avec des conséquences que ceux qui le vivent connaissent très bien.
Un vétéran militaire qui dessinait ses souffrances, souffrant d'un trouble de stress post-traumatique, et vous voyez bien que c'est l'ensemble de la vie intérieure et des douleurs importantes qui peut être représentée et qu'il a extrêmement bien décidé, si l'on peut dire. Cette réorganisation du cerveau, elle est associée, si on veut résumer, avec un environnement qui n'est plus du tout sécure, puisque l'amygdale domine le cerveau et fait en permanence un check des dangers, ce qui veut dire qu'en fait, la réponse de stress normale, le stress, ce n'est pas une réponse problématique, c'est quand cette réponse est inadaptée. Le stress, c'est juste libérer de l'énergie pour s'adapter à la demande de l'environnement. Mais quand on a vécu un trauma, en fait, à chaque fois qu'il y a une demande de l'environnement, on n'a pas une réaction normale, mais elle est hyper augmentée. Et puis surtout, comme le monde n'est pas sécure, en fait, on est tout le temps stressé. Donc, on a finalement un état de stress chronique qui traduit que je vis dans un monde dangereux et qui, derrière, a forcément des conséquences sur la manière dont on va manager sa vie de famille, sa vie professionnelle et tout ce qui fait l'inscription dans la vie d'un individu. Alors, bien évidemment, il existe des thérapies qui sont d'autant plus efficaces qu'on les met en place tôt. Et celles qui sont les plus efficaces sont des thérapies d'exposition qu'on fait avec un protocole assez standardisé, mais qui finalement permettent de revivre les émotions. Et on a bien vu dans les témoignages de tout à l'heure l'importance de reparler et des émotions qui revenaient dans le présent. Cette thérapie d'exposition, quand elles suivent un protocole assez particulier, en fait, elle permet de retraiter le trauma pour que ça devienne un souvenir et que ça ne soit plus un trauma qui domine le cerveau. Pour autant, pour qu'elle marche, il faut une sécurité, une capacité à se mettre dans un environnement perçu comme paisible pour pouvoir s'exposer sans danger. Le deuxième point qui est important va être la notion de perte ambiguë qui caractérise aussi l'enlèvement, en plus d'être un choc et un trauma. Et cette perte ambiguë, en fait, elle empêche de mettre en place ce qu'on appelle le travail de deuil, mais qui est bien quelque chose qui s'inscrit dans un temps qui est propre à chacun et qui permet d'accepter, en tout cas de passer d'un état de vie avec la personne qui est proche à un état de continuer sa vie sans cette personne en lui donnant une place qui est acceptable pour nous. Le travail de deuil, il est très bien étudié avec différentes étapes que je vous laisse regarder, que je ne vais pas détailler ici, et pour lesquelles, en fait, on a différentes actions pour soulager les gens, voire les consoler dans un premier temps, et les aider finalement à se remobiliser et à poursuivre une inscription dans leur vie. Pour autant, avec cette disparition et cet enlèvement, j'ai dit le mot mythe, mais finalement, ne pas savoir fait penser en permanence que la personne est potentiellement survivante et donc il n'y a pas de travail de deuil possible, on n'a pas de corps, on n'a pas de sépulture et donc tout ce qu'on connaît sur la prise en charge du deuil est finalement à revoir pour l'adapter à cette situation très singulière qui est celle des enlèvements et des disparitions. Au-delà, il y a un autre point qui est important, qui représente en fait la manière dont le cerveau s'adapte au monde. Je vous ai dit qu'en fait, on était toujours en interaction, mais pour autant, dans cette interaction, le cerveau, il déteste ne pas pouvoir prévoir ce qui se passe. Et il passe son temps à faire des prédictions à partir de ses émotions, de la manière dont on est construit. Il fait des inférences. Et donc, forcément, il y a des erreurs de prédiction, puisque le monde n'est pas tel qu'on le prévoit en permanence. On est très mauvais statisticien et probabiliste, donc on fait toujours des mauvaises prédictions, ou en tout cas très souvent. Et ces erreurs de prédiction induisent un stresseur qu'on appelle un conflit interne et qui est caractérisé par des neurones particuliers qui s'activent. Donc c'est quelque chose qui est biologiquement argumenté. Et donc, cette incapacité du cerveau à vivre sans savoir ce qui se passe, finalement, quand on se replace dans la situation de quelqu'un qui attend, et on a bien entendu parler de ces sonnettes qui déclenchaient des espoirs et donc forcément des déceptions, on imagine bien qu'au stress chronique du trauma se rajoute un stress chronique qui est lié à des conflits d'attente permanentes, des prédictions permanentes qui ne trouvent pas de réponse satisfaisante et qui se répètent jour après jour ou semaine après semaine. Alors cet état, il est très bien décrit sur le plan biologique pour générer des pathologies de stress et elles peuvent toucher l'ensemble des organes. Donc on est vraiment dans le cadre finalement d'une souffrance chronique et cette souffrance chronique, elle est liée au fait que finalement on ne peut plus faire de prédictions sur le monde n'est pas fiable et donc on est toujours dans cet état d'incertitude, d'attente, sans possibilité de trouver des réponses. Alors ça,
Voilà. Le troisième point, et c'est le dernier que je vais aborder, c'est la notion de blessure morale qui va plus cibler finalement la manière dont on va interagir avec les autres. Et on peut citer un exemple, mais il y en a d'autres qui ont été abordés ce matin. La situation de mort présumée peut être vécue, ou en tout cas apparaît, quand on le regarde de l'extérieur comme moi, comme une situation de conflit intérieur, indépendamment de la question de la prédiction dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais plutôt des situations de discordance, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et pour lequel on doit quand même répondre, on doit vivre avec ça. Et ces situations sont des conflits d'obligation. Ça veut dire qu'en fait, il y a forcément des pertes, il y a fortement des pertes dans ces situations qu'on subit. Au-delà du fait de subir des situations dans lesquelles on est en conflit, comme la mort présumée en est une, c'est des situations réellement où on se retrouve dans des conflits de valeurs et des conflits qu'on pourrait appeler éthiques. Alors, les conflits de valeurs, c'est finalement, je sais pertinemment ce que je voudrais faire, mais l'environnement m'en empêche, la société m'en empêche, l'État m'en empêche, et les jugements déclaratifs de décès sont peut-être un exemple archétypal de ce qui pourrait être une blessure morale, un stresseur moral pour les gens qui ont vécu ces enlèvements et ces disparitions. Sur le plan de ce qu'on appelle les conflits éthiques, peut-être qu'on peut faire référence à des situations comme finalement, est-ce que je dois payer pour essayer de retrouver mon proche qui est disparu ou ne pas payer? Il n'y a pas de bonne réponse, il faut vivre avec la réponse qu'on va choisir. Et finalement, cette réponse, on ne sait jamais si on a fait le bon ou le mauvais choix. Donc, le stresseur d'incertitude, il est aussi très présent. Et clairement, ces différents stresseurs, quand ils se répètent, ont été identifiés et il y a un véritable enjeu de travail maintenant chez les militaires qui est assez récent, comme générant des blessures morales avec des véritables répercussions dans des champs psychologiques, sociales, spirituels, mais aussi somatiques. Et ces blessures morales, en fait, ce qu'on entend des sujets qui l'ont vécu, des militaires qui l'ont vécu, c'est finalement c'est quoi un homme? Et je pense qu'on peut peut-être, quand on a été confronté à une non-réponse d'un environnement social ou une incompréhension et des choix qui étaient en désaccord avec nos valeurs, se dire que les proches et les familles de disparus, d'enlevés, se sont peut-être posé cette question de qu'est-ce qu'un homme avec ce que je vis et ce à quoi je suis confrontée. Les mécanismes de la blessure morale, c'est des mécanismes qui s'approchent de ceux du trouble de stress post-traumatique, mais ils ne se superposent pas complètement sur le plan du cerveau. Et pour autant, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour essayer de mieux appréhender quelles sont les caractéristiques de la réponse cérébrale à ces blessures morales. Pour finir, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme action ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire comme action? Alors, le résumé de tout ce que je vous ai présenté est très imparfait, de tout ce que les témoignages ont pu rapporter, mais on est au moins dans des situations dans lesquelles l'interaction avec moi-même fait que je ne vois plus que le monde comme dangereux, je le vois comme pas fiable, avec des autres qui potentiellement ne respectent pas ce qui est ma perception, ma conception de l'humanité. Si on remet ces trois très schématiques, réinterprétation du monde suite à un enlèvement et une disparition, on interpelle un système qui est fondamental dans la manière dont on va interagir avec soi, les autres et l'environnement, qui est le système sympathique et parasympathique. Alors peut-être ce système-là, quand je vais vous le décrire, je regarde juste là. Ah, c'est bon. Non, mais il me reste 3-4 diapos. Ce système-là, en fait, pour savoir jusqu'où je vais dans la description, en fait, ce système-là, c'est un système qui est toujours activé dans le sens où il y a une oscillation permanente entre le système sympathique, qui est un accélérateur d'énergie, d'activation, et le système parasympathique, qui est un frein. Chacun des organes est contrôlé par ce système oscillant et donc on a en permanence un système qui oscille. S'il y a besoin de répondre à quelque chose dans l'environnement qui nécessite que je m'adapte, on donne un grand coup d'accélérateur et quand il n'y a plus besoin, on donne un coup de frein pour revenir au calme. La manière dont ces deux systèmes se synchronisent caractérise finalement notre adaptation au stress et la manière dont le stress est à risque d'avoir des conséquences pour notre santé ou pas. C'est des choses qui s'entraînent et ce qu'on fait beaucoup pour les militaires, notamment par le sport, c'est de muscler le frein parasympathique parce qu'il met au calme et il permet d'être dans un état sécure, dans un environnement sécure quand il n'y a pas de stresseur et qu'il n'y a pas de raison d'être activé. Pourquoi je vous parle de ce système? Parce qu'en fait, c'est lui qui finalement participe après la dérégulation du cerveau à faire en sorte qu'on va percevoir l'environnement, nous dans cet environnement et les autres, comme étant sécures ou pas et comme nous permettant ou pas d'aller agir pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux systèmes. En pratique, il y en a trois, mais ce n'est pas très important. Je vous les présente quand même parce que le système sympathique qui est l'accélérateur, donc il y a quelque chose à faire, j'appuie, tous mes organes s'activent
et me permettent de combattre, de fuir, de réfléchir. Donc celui-là, il y a bien qu'une seule voie. Mais le système parasympathique a deux voies. Alors, je vous ai mis en vert la ventrale parce qu'elle n'a pas du tout la même fonction que la dorsale. La dorsale, c'est un système très, très archaïque, qu'ont aussi tous les mammifères. Et peut-être que les gens qui ont vécu les événements d'Algérie ont vu ça. C'est un système qui nous fait nous paralyser de peur. Donc, quand on est sidéré sur place, ce n'est pas qu'on n'est pas courageux, c'est qu'en fait, on a une activation de ce système parasympathique dorsal qui nous sidère, qui nous fait comme mort, parce que quand on est comme mort, un prédateur ne nous mange pas. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est actuellement proposée pour expliquer pourquoi ce système est toujours présent chez l'individu, et c'est bien lui qui nous fait dire qu'on peut mourir de peur. Donc, ce système dorsal, il est indépendant de notre conscience, on ne le contrôle pas, et quand il s'active, il faut juste essayer de ramener les gens dans le présent et surtout ne pas les considérer comme des gens qui ne sont pas courageux. Celui qui nous intéresse, c'est le système ventral qui s'est développé plus tardivement, qui est plus élaboré et qui est celui qui nous permet de faire du lien, de regarder notre environnement comme un environnement de collaboration pour aller chercher de l'aide. Et donc, ça nous permet de conduire tous les comportements prosociaux. Et finalement, ce système d'engagement social qui dépend de cette voie-là, il n'est possible que si on n'est pas dans la souffrance, si le cerveau n'est pas réorganisé, et c'est le seul qui nous permet de restaurer de la confiance qui est actuellement posée comme un état du cerveau qui est le seul qui permet d'aller chercher des solutions, d'aller demander de l'aide et d'avoir un bénéfice des approches thérapeutiques, quelle que soit leur modalité. Cette confiance, elle est possible par un réseau cérébral qui commence à être de mieux en mieux connu. Je vous cite une des molécules qui est la plus importante de ce réseau, mais ce n'est pas la seule, c'est l'ocytocine, qu'on connaît bien dans l'amour maternel, mais qui est aussi celle en fait, qui permet au cerveau finalement d'aller faire du lien avec les autres, d'aller chercher de l'information, de prendre des informations en écrivant au président, aux autorités. Et il faut partir aussi du constat que finalement, un individu qui aurait développé un trouble de stress post-traumatique suite aux événements vécus par des enlèvements, qui serait en stress chronique du fait de la répétition des attentes et des déceptions, qui aurait une confrontation à des valeurs qui conduisent à un état de blessure morale, a probablement un système de confiance qui est totalement dysfonctionnant et qui peut-être ne lui permet pas d'aller chercher de l'aide, ou en tout cas comme il le faudrait. Et que là, effectivement, le soutien des associations et aller prendre la main de l'autre est quelque chose qui probablement est extrêmement important pour un certain nombre d'entre vous. Donc, les différentes approches, si on reprend le cas théorique que je vous ai proposé, avant tout traitement de l'individu pour sa souffrance, c'est bien de la réassurance, sinon les traitements seront en tout cas moins efficaces. Dans l'interaction avec l'environnement, effectivement, ce que j'ai pu trouver, c'est ce rapport du CICR aux parlementaires, mais qui pose clairement qu'il faut du respect, de la confiance et que seuls ces éléments-là permettent d'inscrire la souffrance vécue dans un environnement qui garde de l'humanité, au sens de qu'est-ce qu'un homme. Et puis, dans la relation avec les autres, je pense qu'effectivement, certaines mentions, certains comportements, certaines valeurs qui n'ont pas été respectées doivent trouver des actes forts pour permettre de refaire lien avec les autres. J'ai mis les éléments que j'ai trouvés sur ces recommandations, mais effectivement, j'ai trouvé qu'elles répondaient assez bien à ces trois grands axes qui sont réorganisés par les confrontations que j'ai pu trouver sur Internet, je crois. Alors, je vous remercie de votre attention. En fait, je suis juste surprise parce que je pensais avoir changé une diapo. J'ai dû prendre, au dernier moment, j'ai dû prendre l'avant-dernière version que j'avais préparée. La diapo que je m'attendais à voir, en fait, était une diapo qui avait pour objectif de répondre à la question des enfants et des souffrances des enfants. Et peut-être que je vais vous la mettre parce que si j'ai 3 minutes ou j'ai fini mon temps, parce que du coup, elle doit être sur celui-là et pas sur ma clé. Je me suis mélangé les pinceaux. On vous pardonne. Alors, on va le trouver ici. Voilà, c'était ça que j'attendais en fait depuis un moment et que j'ai rajouté juste tout à l'heure et je ne sais plus où je l'avais rajouté. Donc, je suis désolée. Donc, je pense que… non, vous ne l'avez pas encore. Alors, on s'en fiche. Ouais, mais il faut que je ferme l'autre peut-être. Alors, je vais fermer celle-là, c'est ça. Et vous l'avez intégré dans le Arrêtez. Non, mais j'ai ouvert un autre PowerPoint. Ah oui, d'accord. Donc, je vais aller chercher.
Voilà, c'est ça que je veux partager. Voilà. C'est juste cette image que je veux vous montrer, qui est un champ reconnu par l'OMS comme étant un champ extrêmement important pour mieux comprendre le rôle des maladies somatiques, qui s'appelle le cadre des événements adverses de l'enfance. Il n'est pas du tout étudié dans le cadre des disparus et des enlèvements de la guerre d'Algérie. Il est étudié dans le cadre d'enfants qui étaient pris au départ en charge avec des troubles des conduites, de l'obésité, des tendances à consommer des drogues et de l'alcool, mais qui, après un certain nombre d'études, en fait, se posent comme un cadre peut-être important pour comprendre pourquoi les gens qui ont vécu des répétitions d'événements adverses, c'est-à-dire compliqués, ce n'est pas forcément du trauma, développent des pathologies, et notamment les enfants qui ont vécu au cours de leur croissance, on va dire, des événements qui peuvent être des négligences, mais on conçoit bien qu'une personne, une maman qui a qui a son mari enlevé, a tellement de souffrance intérieure, de difficultés à trouver des solutions, à trouver des sous, à devoir accepter des choses qui ne sont pas en accord avec ses valeurs, que finalement, ce n'est pas forcément une négligence volontaire, mais c'est peut-être une négligence parce que la journée ne fait que 24 heures. Toutes les conflits à l'intérieur des familles et les difficultés familiales, les manques d'argent, les difficultés de sécurité, d'habitation, sont des situations qui rentrent dans les événements adverses de l'enfance. Et ce que montrent les données de la littérature actuellement, c'est qu'en fait, il y a un effet cumulatif de ces événements adverses de l'enfance. Au-delà de 4, on considère qu'effectivement, le risque de pathologie est extrêmement important. Alors, c'est une grosse étude qui a été faite dans les pays anglo-saxons, qui est assez récente, que je pourrais vous partager si vous le souhaitez, mais qui montre bien qu'en fait, au-delà de 4 événements adverses de l'enfance, on multiplie le nombre d'hospitalisations, de troubles des comportements dans le sens conduite addictive, en termes de tabac, en termes de prise d'alcool, de pathologie en lien avec des infarctus. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est tout un champ qui finalement commence à être exploré et pour lesquels, en fait, c'est bien ces répétitions de difficultés à vivre. Et on peut envisager qu'effectivement, entre le rapatriement en France et les environnements de vie et la difficulté à retrouver un cadre sécure, on soit vraiment dans des situations où les enfants ont été confrontés à ces événements adverses. Donc voilà, j'espère pas avoir dépassé mon temps. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur. C'était passionnant, votre intervention. Et nous la publierons dans nos prochains bulletins. Merci beaucoup.